Chapitre 3. Après ma défaite cuisante contre Bobby Rush, je me suis accordé quelques mois pour panser mes plaies avant de décider que je devais recadrer mes priorités et repartir de l'avant. J'ai dit à Michelle que j'étais conscient que je devais changer d'attitude. Nous attendions un deuxième enfant et, même si je n'étais pas aussi souvent à la maison qu'elle l'aurait souhaité, elle voyait au moins que je faisais des efforts. J'organisais mes rendez-vous à Springfield de manière à pouvoir rentrer plus tôt le soir. J'essayais d'être plus ponctuel, plus présent. Et le 10 juin 2001, un peu moins de 3 ans après la naissance de Malia, nous avons éprouvé la même joie extraordinaire, la même sidération absolue, quand Sacha est arrivé, aussi joufflu et adorable que sa sœur, avec son irrésistible tignasse noire et bouclée. Pendant les 2 années suivantes, j'ai mené une vie plus tranquille, pleine de petits bonheurs ordinaires, satisfait de l'équilibre auquel il me semblait être parvenu. Je prenais un plaisir immense à aider Malia à enfiler son premier collant de danse, ou à me promener avec elle dans le parc en la tenant par la main, à regarder la petite Sacha éclater de rire quand je lui mordillais les pieds, à écouter la respiration de Michelle ralentir, sa tête posée sur mon épaule, quand elle s'endormait au milieu d'un vieux film. Je me suis remis au travail avec diligence au Sénat de l'Illinois, et je profitais pleinement des moments passés en compagnie de mes étudiants en droit. Je me suis penché sérieusement sur l'état de nos finances et j'ai mis sur pied un plan pour alléger notre endettement. Le rythme apaisé de mon travail et les joies de la paternité m'ont permis de commencer à envisager l'avenir après la politique. Je pourrais peut-être me consacrer à plein temps à l'enseignement et à l'écriture, ou bien reprendre ma carrière d'avocat, ou encore chercher du travail dans une fondation caritative, comme l'avait jadis imaginé ma mère. Autrement dit, après ma candidature désastreuse au Congrès, j'ai pris du recul. Et si je n'avais pas renoncé pour autant à mon désir d'œuvrer, d'une manière ou d'une autre à rendre le monde meilleur, en tout cas je n'étais plus obnubilé par l'idée qu'il fallait à tout prix voir grand pour y parvenir. La résignation qui avait sans doute été la mienne au début, face aux obstacles que le destin avait dressés sur mon chemin, avait peu à peu laissé la place à un sentiment de reconnaissance pour les nombreuses joies dont il m'avait déjà gratifié. 2 choses, cependant, m'empêchaient de rompre avec la politique. Tout d'abord, les démocrates de l'Illinois avaient obtenu le droit de superviser le redécoupage de la carte électorale de l'État afin qu'elle reflète les nouvelles données du recensement effectué en 2000, grâce à une disposition pittoresque de la Constitution. Elle prévoyait que, en cas de désaccord entre la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates et le Sénat à majorité républicaine, il fallait laisser l'arbitrage au hasard, en tirant un nom de l'un des vieux chapeaux de forme d'Abraham Lincoln. Avec cette carte en main, les démocrates avaient la possibilité de remanier à leur avantage un découpage électoral favorable aux républicains depuis une décennie, et ainsi de se donner de grandes chances de remporter la majorité au Sénat lors des élections de 2002. Je savais qu'une année de mandat supplémentaire me permettrait de faire passer certains projets de loi, d'obtenir des résultats significatifs pour les gens que je représentais, et peut-être de terminer ma carrière politique sur un bilan plus positif qu'il ne l'était pour l'instant. La deuxième raison avait à voir avec une intuition plutôt qu'un événement particulier. Depuis mon élection, j'essayais de passer quelques jours, chaque été, à rendre visite à divers collègues dans leur circonscription ici et là en Illinois. Je partais accompagné en général de mon principal collaborateur au Sénat, Dan Shomon, un ancien reporter de l'agence United Press International qui avait d'épaisses lunettes, une inépuisable énergie et une voix de stentor. Nous balancions quelques clubs de golf, une carte routière et 2 ou 3 chemises dans le coffre de ma Jeep, puis nous tracions la route, cap au sud ou à l'ouest, avalant les kilomètres jusqu'à Rock Island ou Pinckneyville, Alton ou Carbondale. Dan était mon conseiller politique en chef, un grand ami, et le compagnon idéal pour un road trip. Il était aussi à l'aise dans la conversation que dans les moments de silence, et il aimait autant que moi, fumer en voiture. Il avait par ailleurs une connaissance encyclopédique des dessous de la politique. La première fois que nous étions partis en tournée ensemble, j'avais bien vu qu'il appréhendait un peu la réaction des gens dans l'Illinois profond quand ils verraient débarquer un avocat noir de Chicago avec un nom à consonance arabe. Ces périples étaient devenus plus sporadiques après la naissance des enfants. Mais la leçon toute simple que j'avais tirée de chacune de ces occasions était demeurée profondément ancrée en moi. J'avais compris que, tant que les habitants de ma circonscription de Chicago et ceux des régions plus reculées de l'Illinois resteraient des étrangers les uns pour les autres, notre vie politique ne pourrait jamais réellement changer.
Il serait toujours trop facile pour la classe politique d'entretenir les stéréotypes qui opposaient les Noirs aux Blancs, les immigrés aux Américains de naissance, les intérêts des régions rurales à ceux des grandes villes. Mais si, en revanche, une campagne parvenait à remettre en question les préjugés politiques dominants qui perpétuaient l'image d'une Amérique divisée, alors peut-être serait-il possible de bâtir une nouvelle alliance entre ses citoyens. Les initiés ne pourraient plus jouer sur les dissensions entre tel groupe et tel autre. Les législateurs ne seraient plus obligés de définir les intérêts de leurs électeurs et les leurs de manière aussi étroite. Les médias pourraient focaliser leur attention et fonder leurs analyses en se préoccupant non plus de savoir qui avait gagné, qui avait perdu, mais uniquement de déterminer si nous avions atteint nos objectifs communs. Finalement, n'était-ce pas cela que je recherchais, une politique capable d'établir un pont entre les lignes de partage de l'Amérique, raciale, ethnique et religieuse, ainsi qu'entre les divers aspects de ma propre existence? Peut-être était-ce irréaliste de ma part. Peut-être ces divisions étaient-elles trop solidement enracinées. Mais j'avais beau essayer de me persuader moi-même du contraire, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment qu'il était trop tôt pour renoncer à mes convictions les plus fortes. J'avais beau me dire que j'en avais terminé, ou presque, avec la vie politique, je savais au plus profond de moi que je n'étais pas prêt à tourner la page. Poursuivant mes réflexions sur l'avenir, une chose m'est apparue avec évidence. Ce n'était pas en me présentant à une élection législative que je pourrais mettre en œuvre la politique de rassemblement que j'avais en tête. Le problème était structurel. Tout dépendait des frontières tracées entre les circonscriptions. Dans une circonscription comme celle où je vivais, dont la population était très majoritairement noire, le positionnement qu'on attendait des hommes politiques se définissait en termes raciaux, tout comme c'était le cas dans de nombreuses circonscriptions rurales dont la population majoritairement blanche se sentait laissée pour compte. « Comment allez-vous nous défendre face à tous ceux qui ne sont pas comme nous ?» demandaient les électeurs, tous ceux qui n'ont pas cessé de nous exploiter et de nous mépriser. Il n'était certes pas impossible de parvenir à des résultats en partant d'une base politique aussi étroite. L'ancienneté aidant, on pouvait fournir aux citoyens des services de meilleure qualité, faire voter 2 ou 3 projets qui auraient un véritable impact au niveau local et, en nouant des alliances, essayer d'influencer le débat national. Mais ça ne suffisait pas pour lever les obstacles politiques qui rendaient si difficile d'obtenir une protection sociale pour ceux qui en avaient le plus besoin, de meilleures écoles pour les enfants défavorisés, la création d'emplois là où il n'y en avait pas, tous ces obstacles contre lesquels Bobby Rush devait lutter chaque jour. J'avais compris que, pour faire vraiment bouger les choses, je devais pouvoir parler au plus grand nombre, et parler au nom du plus grand nombre. Et la meilleure façon d'y arriver, c'était de briguer un poste qui me permettrait de représenter l'Illinois tout entier, au Sénat des États-Unis, par exemple. Quand je repense aujourd'hui au culot qui était le mien, pour ne pas dire l'impudence, de vouloir me lancer dans une élection sénatoriale au niveau national, alors que je sortais tout juste d'une défaite cinglante, il n'est pas difficile d'admettre la possibilité que j'étais peut-être tout bonnement animé par une envie désespérée de repiquer au jeu, comme un alcoolique qui trouve toutes les bonnes raisons de se servir un dernier verre pour la route, sauf que ce n'était pas du tout comme ça que je voyais les choses. Au contraire, plus je ruminais cette idée, plus elle me semblait évidente, non pas que je fusse convaincu que j'allais gagner, mais je pensais que je pouvais gagner, et que, si je gagnais, mon action politique pourrait avoir un véritable impact. Je le voyais, je le sentais, comme l'arrière au football américain qui repère une brèche dans la ligne de défense adverse et qui sait que, s'il parvient à s'y engouffrer suffisamment vite et à franchir l'obstacle, le terrain sera ensuite entièrement dégagé et plus rien ne pourra l'arrêter jusqu'à la zone d'en-but. Par ailleurs, je suis arrivé à une autre conclusion tout aussi évidente. Si je ne réussissais pas mon coup, il serait temps pour moi de dire adieu à la politique, et, du moment que j'aurais fait tout mon possible, je partirais sans le moindre regret. Discrètement, au cours de l'année 2002, j'ai commencé à soumettre cette idée au banc d'essai. En examinant attentivement la configuration du paysage politique dans l'Illinois, je me suis aperçu que la perspective d'envoyer au Sénat un représentant local noir et quasi inconnu du grand public n'était pas si extravagante que ça. Plusieurs personnalités afro-américaines avaient réussi à accéder à de tels postes de responsabilité, dont l'ancienne sénatrice démocrate Carol Moseley Braun, une femme politique talentueuse mais dont le manque de rigueur, après la vague d'enthousiasme soulevée dans tout le pays par sa victoire, lui avait valu de subir une série de revers, par sa propre faute,
notamment des déboires liés à des opérations financières douteuses. Par ailleurs, le républicain qui l'avait battu, Peter Fitzgerald, était un banquier fortuné que ses opinions. Mais le soutien qu'il me fallait absolument obtenir était celui d'Emil Jones, qui était désormais bien placé pour devenir le président du Sénat de l'Illinois, et donc l'une des 3 personnalités politiques les plus influentes de l'État. Je suis allé le voir dans son bureau et je lui ai fait remarquer qu'aucun Noir ne siégeait au Sénat des États-Unis, et que les idées politiques pour lesquelles nous nous étions battus ensemble à Springfield gagneraient à être défendues à Washington. S'il aidait l'un des siens à se faire élire au Sénat, et j'ajoutais, cela ne manquerait pas d'exaspérer la vieille garde républicaine blanche de Springfield par laquelle il s'était toujours senti méprisé, et je crois qu'il a été particulièrement séduit par cette perspective. Par ailleurs, il avait déjà été approché par au moins 2 autres candidats sérieux, Dan Ince, le secrétaire au compte du Trésor public de l'État, et Blair Hull, un multimillionnaire à la tête d'un fonds spéculatif, qui semblaient tous les deux beaucoup mieux placés que moi pour gagner. Donc, si jamais il acceptait de me prendre comme client, ça risquait de coûter une somme rondelette à sa boîte. Attends que Rich Daley prenne sa retraite et présente-toi à la mairie, a-t-il conclu en essuyant un peu de moutarde sur sa moustache. C'est le pari le plus sûr. Il avait raison, évidemment. Mais je ne voulais pas jouer ma main de manière conventionnelle. Et je sentais en axe, sous tous les sondages, les synthèses stratégiques et les argumentaires qui constituaient les outils de base de son métier, quelqu'un qui se voyait comme autre chose qu'un simple mercenaire. Quelqu'un qui pouvait être un véritable alter ego. Au lieu de débattre avec lui des mécanismes de campagne, j'ai fait appel à ses sentiments. Qui avait été la patronne de Michel au service d'urbanisme de la ville et était devenue comme une grande sœur pour nous. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que Michel avait déjà contacté Marty et Valérie, et les avait chargés de me faire renoncer à ce projet complètement stupide. Nous nous sommes retrouvés chez Valérie, dans le quartier de Hyde Park, et pendant notre long brunch j'ai exposé mon raisonnement, les divers scénarios que j'envisageais pour obtenir la nomination démocrate, et les raisons pour lesquelles cette campagne serait différente de la précédente. Devant Michel, j'ai reconnu sans détour que cela me forcerait à être loin de la maison pendant de longues périodes. Mais c'était la dernière fois, promis. Soit je remportais mon pari, soit c'était fini. Si je perdais, nous en aurions terminé pour de bonne avec la politique. Quand j'étais petit, j'observais parfois mon représentant de grand-père passer ses soirées à essayer de vendre des assurances vie par téléphone, le visage maussade tandis qu'il enchaînait les coups de fil de démarchage dans notre appartement au 9e étage d'un immeuble de Honolulu. Au cours des premiers mois de l'année 2003, il m'est souvent arrivé de repenser à lui, assis à mon bureau dans les locaux chichement meublés de ma campagne sénatoriale, sous un poster de Mohamed Ali posant d'un air triomphal devant un Sonny Liston étendu sur le ring, essayant de me motiver pour passer un énième coup de téléphone afin de récolter des dons, hormis Dan Shomon et un ressortissant du Kentucky du nom de Jim Coley que nous avions recruté comme directeur de campagne. Notre équipe était essentiellement composée de gamins qui n'avaient pas 30 ans et dont la moitié seulement était payée. 2 d'entre eux étaient encore étudiants en premier cycle. Je me sentais surtout navré pour mon collecteur de fonds, notre seul employé à plein temps, qui devait sans cesse me pousser à décrocher le téléphone pour solliciter des dons. Mes talents de politicien s'amélioraient-ils? Je n'aurais su le dire. Pendant le premier forum de présentation des candidats en février 2003, j'étais raide et peu inspiré, incapable de plier mon esprit à l'usage des petites phrases toutes faites qu'exigeait ce genre d'exercice. Mais ma défaite face à Bobby Rush m'avait clairement indiqué la voie à suivre pour élever mon niveau de jeu. Il fallait que je communique de manière plus efficace avec les médias, que j'apprenne à exprimer mes idées par des formules incisives. Il fallait que je construise une campagne moins axée sur le contenu politique et plus focalisée sur le lien personnel avec les électeurs. Et il fallait que je récolte de l'argent, beaucoup d'argent. Nous avions commandité plusieurs sondages, qui semblaient tous confirmer que j'avais des chances de l'emporter, mais uniquement à condition de gagner en visibilité grâce à de très onéreux spots télé. Et pourtant, autant ma campagne pour entrer à la Chambre des représentants avait semblé maudite, autant celle-ci a été pour ainsi dire bénie des dieux. En avril, Peter Fitzgerald avait décidé de ne pas se présenter à sa propre succession. Carol Moseley Braun, qui aurait pu sans doute s'assurer la nomination aux primaires démocrates pour récupérer son ancien siège, avait inexplicablement choisi de se lancer dans la course présidentielle. La compétition était dès lors entièrement ouverte.
Opposé à 6 autres démocrates pour les primaires, j'ai réussi à obtenir le soutien de syndicats et de membres populaires de notre délégation parlementaire, ce qui m'a permis de consolider ma base dans les régions du sud de l'État et dans les bastions progressistes. Avec l'appui d'Émile et d'une nouvelle majorité démocrate au Sénat de l'Illinois, j'ai fait passer toute une série de projets, de la loi rendant obligatoire l'enregistrement vidéo des interrogatoires dans les affaires de crimes passibles de la peine capitale à l'extension du crédit d'impôt sur le revenu, ce qui a renforcé ma crédibilité en tant que législateur. L'Amérique adore la bagarre, m'avait averti un ami. Après 2 ou 3 jours de réflexion, j'ai décidé que c'était mon premier vrai test. Étais-je prêt à assumer le genre de campagne que je m'étais engagé à mener? J'ai écrit un bref discours, de 5 à 6 minutes, satisfait qu'il reflète mes convictions profondes, puis je suis allé me coucher sans le soumettre à mon équipe pour avis. Le jour de la manifestation, plus de 1000 personnes s'étaient rassemblées sur Federal Plaza, sous la houlette de Jesse Jackson. Il faisait froid, le vent soufflait en rafales. Quelques applaudissements étouffés par les gants ont retenti quand j'ai été appelé à prendre la parole, et je suis monté à la tribune. Je voudrais tout d'abord vous dire que, même si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui contre la guerre, l'homme qui se tient devant vous n'est pas opposé au conflit armé en toutes circonstances. La foule a fait silence, se demandant où je voulais en venir. J'ai évoqué le sang versé pendant la guerre de sécession pour préserver l'Union et permettre l'avènement d'une nouvelle liberté. La fierté que m'inspirait l'engagement de mon grand-père au lendemain de Pearl Harbor. Mon soutien aux opérations militaires en Afghanistan et ma propre disposition à prendre les armes s'il le fallait pour éviter un nouveau 11 septembre. Je ne suis pas contre toutes les guerres, ai-je dit. Mais je suis opposé aux guerres absurdes. Saddam Hussein, ai-je poursuivi, ne représentait pas une menace imminente contre les États-Unis ou leurs voisins, et même un succès militaire en Irak entraînerait une occupation de l'armée américaine pendant une durée indéterminée, qui aurait un coût indéterminé et des conséquences indéterminées. J'ai conclu en suggérant que, si le président Bush cherchait vraiment la bataille, il aurait mieux fait de finir le job contre Al-Qaïda, d'arrêter de soutenir les régimes autoritaires et de mettre un terme à la dépendance des États-Unis vis-à-vis des puissances pétrolières du Moyen-Orient. J'ai regagné ma place. La foule m'a acclamé. Au moment de quitter les lieux, j'étais sûr que mon petit discours ne resterait dans les mémoires que comme une note en bas de page. Les médias ont à peine mentionné ma présence à la manifestation. Les blogs ou MySpace avaient à voir avec l'afflux de nouveaux bénévoles et les dons citoyens qui survenaient soudain de tous les côtés. Dans mon rôle de candidat, je m'amusais énormément. À Chicago, je passais mes samedis à m'immerger dans divers quartiers, mexicains, italiens, indiens, polonais, grecs, à manger et à danser, à participer à des défilés, à embrasser les bébés et à serrer les mamies dans mes bras. Le dimanche, j'allais dans les églises de la communauté noire. Certaines n'étaient que de modestes devantures coincées entre une onglerie et un fast-food. D'autres étaient d'immenses édifices, avec un parking de la taille d'un terrain de football. J'écumais les zones périphériques de Chicago, des enclaves résidentielles arborées du North Shore où s'alignaient les demeures majestueuses aux banlieues de l'Ouest et du Sud, dont la pauvreté et les bâtiments laissés à l'abandon évoquaient parfois les quartiers les plus durs du centre-ville. Toutes les 2 semaines environ, je partais en visite dans le sud de l'État, prenant parfois seul le volant, mais accompagné le plus souvent de Jeremiah Posedel ou Anita Decker, les 2 équipiers talentueux qui supervisaient les opérations de la campagne sur le terrain. Au début, quand je m'adressais aux électeurs, j'avais tendance à ne parler que des questions sur lesquelles je focalisais ma campagne, l'interdiction des exonérations d'impôts pour les sociétés qui délocalisaient leurs activités à l'étranger, la promotion des énergies renouvelables, ou encore l'accès aux études supérieures. J'expliquais pourquoi je m'étais opposé à la guerre en Irak, saluant l'engagement remarquable de nos soldats tout en remettant en cause la décision de lancer le pays dans un nouveau conflit alors que les opérations entamées en Afghanistan n'étaient pas terminées et qu'Oussama Ben Laden courait. Nous avons diffusé ces spots 4 semaines à peine avant les primaires. Très vite, le nombre de mes soutiens a presque doublé. Quand les 5 journaux les plus importants de l'Illinois se sont ralliés à ma cause, Axe a décidé de changer le montage des spots télé pour y intégrer cette nouvelle donnée, nous expliquant qu'une telle validation avait en général plus de poids pour un candidat noir que pour un candidat blanc. À peu près au même moment, le sol s'est effondré sous les pieds de mon plus sérieux rival aux primaires quand la presse a divulgué les détails de certains documents, jusqu'alors placés sous le sceau du secret judiciaire,
dans lesquels son ex-femme faisait état de violences conjugales. Le 16 mars 2004, jour de la primaire démocrate, nous l'avons emporté avec près de 53% des voix, autrement dit, non seulement plus que les 6 autres candidats démocrates réunis, mais plus que toutes les voix républicaines enregistrées sur l'ensemble de l'Illinois dans leur propre primaire. Je ne me rappelle que 2 moments de cette soirée-là, les cris de joie de nos filles, sans doute mêlés d'une nuance de frayeur dans le cas de Sacha, alors âgée de 2 ans, quand les canons à confetti ont explosé pendant la fête, et un Axelrod hystérique m'annonçant que j'avais remporté, à une exception près, toutes les circonscriptions majoritairement blanches de Chicago, qui constituaient autrefois l'épicentre des oppositions raciales à Harold Washington. De là-haut, Harold nous sourit ce soir, a dit Axe. Je me souviens aussi du lendemain matin. Nous n'avions quasiment pas fermé l'œil de la nuit, et j'ai fait un tour à la gare centrale pour saluer les usagers des transports en route vers leur lieu de travail. Il s'était mis à neiger doucement, les flocons étaient aussi épais que des pétales de fleurs, et les gens qui me reconnaissaient et me serraient la main semblaient tous afficher le même sourire, comme si nous avions accompli tous ensemble quelque chose d'incroyable. Un boulet qui vient d'être éjecté d'un canon. Voilà comment Axe décrirait les mois qui ont suivi, et c'était exactement ça. Du jour au lendemain, notre campagne faisait soudain les gros titres de l'actualité nationale, toutes les chaînes de télé voulaient nous interviewer et les élus politiques appelaient de partout dans le pays pour nous féliciter. Ce n'était pas simplement dû à notre victoire, ni même à la marge d'écart inattendue avec laquelle nous l'avions emportée. Ce qui intéressait les observateurs, c'était la façon dont nous avions gagné, le fait que nous avions obtenu des voix dans tous les segments démographiques de la population, y compris dans les comtés blancs du Sud et des régions rurales de l'État. Les experts spéculaient sur ce que ma campagne disait de la question raciale en Amérique, et, compte tenu de l'opposition que j'avais très tôt exprimée au sujet de la guerre en Irak, sur ce qu'elle laissait peut-être présager des futures orientations du Parti démocrate. Toutefois, nous ne pouvions pas nous permettre le luxe de nous reposer sur nos lauriers. Nous nous sommes hâtés de repartir au combat. Nous avons engagé de nouveaux collaborateurs, plus expérimentés, notamment le directeur de la communication Robert Gibbs, un ancien de la campagne Kerry originaire de l'Alabama, dur en affaires et à l'esprit particulièrement affûté. Les sondages me donnaient une vingtaine de points d'avance sur mon adversaire républicain, Jack Ryan, mais son pédigré m'incitait à la prudence. C'était un ancien banquier qui avait quitté Goldman Sachs pour enseigner dans une école paroissiale auprès d'enfants défavorisés et dont le physique de jeune première adoucissait les contours de ses idées républicaines très traditionnelles. Laisse-moi m'en charger tout seul. Je sais ce que je veux dire. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai donc commencé à rédiger mon discours, la plupart du temps le soir, allongé sur mon lit à l'hôtel Renaissance de Springfield, un match de basket à la télé en bruit de fond, couchant mes idées sur un bloc-notes. Les mots me venaient avec facilité. C'était un condensé de la vision politique que je cherchais à exprimer depuis mes premières années à l'université et des conflits intérieurs qui m'avaient poussé dans l'aventure où j'étais à présent embarqué. Les voix se bousculaient dans ma tête, celle de ma mère, celle de mes grands-parents, celle de mon père, celle des gens que j'avais côtoyés dans mon travail associatif et celle des gens croisés pendant la campagne. Je repensais à tous ces hommes et ces femmes que j'avais rencontrés, qui auraient eu toutes les raisons du monde de devenir amers et cyniques, mais qui s'y étaient refusés, qui n'avaient pas cessé d'aspirer à quelque chose de plus haut, à construire quelque chose ensemble. Tu n'es qu'un sénateur d'État, m'a aimablement rappelé Axe, et il te donne accès à la scène nationale. Je ne trouve pas que ce soit une demande déraisonnable. Parenthèse fermante. Michel en coulisses, tout en blanc, magnifique, qui serre ma main, plonge tendrement ses yeux dans les miens et me dit « Tu as intérêt à ne pas te foirer sur ce coup-là. Nos fous rires, nos gloussements, comme à chaque fois dans les moments les plus forts de notre amour, et puis l'introduction du premier représentant de l'Illinois au Sénat, Dick Durbin. Que je vous dise un mot de ce Barack Obama. Je n'ai regardé qu'une seule fois en intégralité l'enregistrement de mon discours à la convention de 2004. Seul, longtemps après l'élection, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé dans la salle ce soir-là. Avec tout ce maquillage, j'ai l'air effroyablement jeune, et je vois bien que je suis un peu tendu au début, que je vais trop vite ou trop lentement à certains endroits, que mes gestes sont un peu empruntés, trahissant mon inexpérience, et puis, au bout d'un moment, je trouve mon rythme. La foule cesse de rugir et écoute en silence.
C'est le genre de moment comme il m'arriverait d'en connaître par la suite, certains soirs magiques. C'est une sensation physique, une émotion qui se propage comme une onde électrique entre vous et l'auditoire, comme si votre vie et la leur étaient soudain indissociables, collées sur la même bobine de celluloïd qui se projette dans le temps, en avant et en arrière, et vous sentez votre voix prendre de l'ampleur, presque jusqu'à se briser, parce que, l'espace d'un instant, vous ressentez la présence de tous ces gens au plus profond de vous. Vous les voyez tous, d'un seul tenant. Vous avez touché au cœur d'un esprit collectif, vous avez atteint quelque chose que nous connaissons et désirons tous, le sentiment d'un lien qui abolit nos différences et les remplace par une immense vague de possibilités, et vous savez que ce moment, comme tous les moments les plus importants de la vie, est éphémère, et que bientôt le charme sera rompu. Avant ce soir-là, je croyais comprendre le pouvoir des médias. J'avais vu les spots d'Axelrod me propulser en tête des primaires, les inconnus qui me klaxonnaient ou me saluaient au volant de leur voiture, ou les enfants qui se précipitaient vers moi dans la rue et me disaient d'un air grave: « Je vous ai vu à la télé. » Mais, cette fois, l'exposition médiatique était d'une toute autre ampleur, c'était une retransmission en direct, sans filtre, qui touchait des millions de personnes, dont les extraits diffusés en boucle en touchaient plusieurs millions d'autres grâce aux chaînes d'information et à Internet. Au moment de sortir de scène, je savais que mon discours s'était bien passé, et je n'ai pas été surpris outre mesure par la foule venue assister à nos divers meetings dès le lendemain. Mais, si gratifiante que soit l'attention que j'avais suscitée à Boston, je pensais que c'était un simple effet des circonstances. Je me disais que tous ces gens étaient des fanats de la politique, des gens qui suivaient ce genre d'événements minute par minute. 20 minutes plus tard, à notre arrivée, nous nous sommes retrouvés au milieu d'une foule immense. On aurait dit que la ville tout entière s'était rassemblée dans le parc. Il y avait des parents avec leurs enfants juchés sur les épaules, des personnes âgées installées sur des chaises pliantes qui agitaient de petits drapeaux, des hommes en chemise écossaise et casquettes, sans doute venus là par simple curiosité, pour voir ce qui pouvait bien provoquer une telle effervescence, tandis que d'autres attendaient patiemment debout au milieu de la foule. Malia s'est penchée par la fenêtre, ignorant Sacha qui essayait de la pousser sur le côté pour mieux voir. « Qu'est-ce qu'ils font dans le parc, tous ces gens ?» a demandé Malia. « Ils sont venus voir papa », a répondu Michel. « Pourquoi ?» Je me suis tourné vers Gibbs, qui a haussé les épaules en disant « Il va te falloir un plus gros bateau. » À partir de là, chaque fois que nous nous arrêtions quelque part, nous étions accueillis par des rassemblements 4 ou 5 fois plus importants que jamais auparavant. Et nous avions beau nous dire que cette curiosité finirait par retomber et le ballon par se dégonfler, nous avions beau faire attention à ne pas nous complaire dans l'autosatisfaction, l'élection elle-même est presque passée au second plan. Au mois d'août, les républicains, incapables de trouver un candidat local prêt à se lancer dans la bataille, même si l'ancien entraîneur de l'équipe de foot des Chicago Bears, Mike Ditka, a publiquement affirmé qu'il y songeait, ont recruté le trublion conservateur Alan Keyes, ce qui était pour le moins déconcertant. « Tu vois », a dit Gibbs avec un petit sourire, eux aussi ils ont leur candidat noir. En dehors du fait que Keyes était résident du Maryland, ses prises de position moralisatrices et sans concession sur l'avortement et l'homosexualité n'étaient pas très bien reçues parmi les citoyens de l'Illinois. « Jésus-Christ ne voterait pas pour Barack Obama », assonnait-il, écorchant délibérément la prononciation de mon nom à chaque fois. Je l'ai battu avec une marge de plus de 40 points, le plus grand écart jamais observé lors d'une élection sénatoriale dans toute l'histoire de l'État. Mon discours à la convention de Boston avait donné un nouveau souffle à mon livre, épuisé depuis plusieurs années, qui avait été réimprimé et se retrouvait à présent en tête des meilleures ventes. Elle m'appelait pour me féliciter et m'annoncer qu'elle était prête à signer un contrat pour un nouveau livre, assorti cette fois d'une avance astronomique. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché au moment où Michel sortait de la chambre, vêtu d'une robe de gala étincelante. « T'es trop jolie, maman », a lancé Sacha. Michel a fait une petite pirouette sur elle-même. « Bon, allez, les filles, soyez bien sages. » leur ai-je dit avant d'embrasser la mère de Michel, qui les gardait pour la soirée. Nous traversions le couloir pour rejoindre l'ascenseur quand Michel s'est brusquement figé. C'était cette honnêteté et cette droiture, autant que son expertise, qui faisaient de Pete un cadeau du ciel. Et, grâce à sa réputation, j'ai pu recruter une équipe de tout premier ordre au sein de mon cabinet. Outre Robert Gibbs au poste de directeur de la communication, nous avons
Enrôler Chris Lu, un des conseillers les plus expérimentés au Capitole, comme directeur des affaires législatives, Mark Lipper, un jeune et dynamique réserviste de la marine, comme attaché aux affaires étrangères, et Alyssa Mastromonaco, l'une des figures de proue de la campagne Kerry, dont le visage poupon dissimulait un talent incomparable pour la résolution des problèmes en tout genre et l'organisation événementielle, comme directrice de l'agenda. Enfin, nous avons recruté un jeune homme de 23 ans, aussi avisé que séduisant, Jon Favreau. Faves, ainsi que tout le monde a vite pris l'habitude de l'appeler, avait lui aussi travaillé sur la campagne de John Kerry, et c'était le choix numéro 1 de Gibbs comme de Pitt pour le poste de rédacteur des discours. Corrigeant leurs réponses avec la plus extrême méticulosité et s'assurant qu'ils connaissaient toutes les agences fédérales vers lesquelles renvoyer les gens en cas de perte d'un chèque d'allocation, d'une interruption de versement de la pension aux anciens combattants, ou pour toute question relative aux prêts octroyés par l'agence fédérale en charge du soutien aux petites et moyennes entreprises. Les gens ne seront peut-être pas toujours d'accord avec la façon dont tu votes au Sénat, me disait Pitt, mais en tout cas ils ne pourront jamais t'accuser de ne pas répondre à ton courrier. Les affaires courantes désormais en bonne main, je pouvais consacrer la majeure partie de mon temps à plancher sur les questions de fond et à faire connaissance avec mes collègues au Sénat. La tâche m'a été facilitée par la générosité du premier représentant de l'Illinois au Sénat, Dick Durbin, ami et disciple de Paul Simon et débatteur hors pair au sein de l'hémicycle. Dans un univers qui faisait la part belle aux égos surdimensionnés et où les sénateurs ne voyaient pas d'un œil particulièrement bienveillant un jeune collègue récolter plus de presse qu'eux, Dick était toujours prêt à me tendre la main. Il m'a présenté à tout le monde, il s'est battu pour nous associer à la réussite de certains projets de loi portés par son équipe, et il s'est montré d'une patience et d'une bonne humeur inébranlables quand, lors des petits déjeuners du jeudi avec les électeurs que nous organisions conjointement, nos visiteurs passaient une bonne partie de la matinée à me demander des photos et des autographes. Je pourrais en dire tout autant du nouveau chef de file du groupe démocrate au Sénat, Harry Reid. Le chemin qu'il avait mené au Capitole était tout aussi improbable que le mien. Né dans une famille pauvre de la petite bourgade de Searchlight, dans le Nevada, d'un père mineur et d'une mère blanchisseuse, il avait grandi dans une bicoque sans eau courante ni téléphone. Conversation, surtout au téléphone, ce qui pouvait être assez déconcertant. Soudain vous vous rendiez compte qu'il avait raccroché alors que vous étiez au beau milieu d'une phrase. Mais, à l'instar d'Emil Jones au Sénat de l'Illinois, Harry s'est démené pour m'ouvrir les portes des commissions d'examen de projets de loi et pour que je sois au courant de toutes les affaires qui se tramaient dans les couloirs du Sénat, sans se soucier le moins du monde de mon rang subalterne. Du reste, ce genre de solidarité entre sénateurs semblait constituer la norme. Les vieux briscards du Sénat, démocrates ou républicains, Ted Kennedy et Orrin Hatch, John Warner et Robert Byrd, Dan Inouye et Ted Stevens, entretenaient des liens d'amitié qui dépassaient les clivages politiques et se comportaient entre eux avec une intimité sans façon qui me paraissait typique de la génération grandiose. Les sénateurs plus jeunes se fréquentaient moins et manifestaient une plus grande agressivité idéologique, directement issue de la nouvelle radicalisation du discours à la Chambre des représentants après l'époque Gingrich. Lesquels m'inspiraient rétrospectivement une immense compassion pour tous ceux qui avaient dû subir mes propres envolées lyriques à la fac de droit et à Springfield. En tant que membre de l'opposition, mes collègues démocrates et moi-même n'avions guère voix au chapitre sur l'examen des projets de loi en commission et la décision de les porter ou non au vote de l'Assemblée sénatoriale. Nous regardions les républicains faire passer des budgets qui réduisaient les fonds alloués à l'enseignement ou s'abordaient les mesures de protection de l'environnement avec un sentiment d'impuissance auquel nos grandes déclarations devant une chambre aux trois quarts vide et sous l'œil indifférent des caméras de la chaîne parlementaire CSPAN ne pouvaient pas grand-chose. Nous passions notre temps à nous désoler de voir voter des résolutions dont l'objectif relevait moins d'un grand dessein politique que d'une volonté de faire pièce aux démocrates et de fourbir des armes en vue des prochaines campagnes. Comme au Sénat de l'Illinois, j'ai fait mon possible pour peser à la marge sur les décisions politiques, en soutenant des projets modestes et non partisans, le financement de mesures de prévention contre les pandémies, par exemple, ou du reversement des pensions militaires à une classe de vétérans de l'Illinois. Si frustrant que puisse être le Sénat par certains aspects, le rythme plus lent auquel j'étais contraint ne me dérangeait pas. Étant l'un de ces plus jeunes élus, et jouissant d'un taux de popularité de 70% dans l'Illinois, je pouvais me permettre d'être patient. À un moment, j'ai songé à l'éventualité de me présenter au poste de gouverneur ou même, oui, à la présidentielle,
convaincu qu'un rôle d'envergure au sein de l'exécutif me donnerait les moyens de fixer le cap politique de mon choix. Mais pour l'heure, à 43 ans et alors que je faisais tout juste mes premiers pas sur la scène nationale, je me disais que j'avais l'avenir devant moi. J'étais d'humeur d'autant plus radieuse que la situation s'était nettement améliorée sur le front domestique. À condition que les caprices de la météo ne s'en mêlent pas, il ne me fallait pas plus de temps pour rentrer de Washington à Chicago que je n'en mettais auparavant pour me rendre à Springfield. Et, une fois à la maison, je n'étais pas aussi occupé ou distrait que lorsque j'étais en campagne ou que je devais jongler entre 3 activités professionnelles, ce qui me laissait tout le temps d'emmener Sacha à son cours de danse le samedi ou de lire un chapitre de Harry Potter à Malia le soir avant de l'aborder. L'amélioration de notre situation financière nous avait aussi libérés d'un poids. Nous avons acheté une nouvelle maison, une magnifique demeure géorgienne en face d'une synagogue dans le quartier de Kenwood. Pour un tarif raisonnable, un jeune ami de la famille et aspirant chef, Sam Cass, a accepté de faire les courses pour nous et de nous préparer de bons petits plats équilibrés qui pouvaient nous durer la semaine. Mike Signator, ancien cadre de la compagnie d'électricité Commonwealth Edison, désormais à la retraite, qui avait rejoint la campagne en tant que bénévole, avait choisi de rester à mes côtés en qualité de chauffeur à mi-temps, devenant pratiquement un membre de notre famille. Surtout, grâce à la marge de sécurité financière dont nous disposions à présent, ma belle-mère, Marianne, a accepté de réduire ses heures de travail pour venir nous prêter main forte avec les filles. Pleine de sagesse et d'humour, et encore assez dynamique pour courir après 2 fillettes de 4 et 7 ans, elle a rendu la vie plus facile pour tout le monde. Il se trouve par ailleurs qu'elle avait une certaine affection pour son gendre, et elle prenait systématiquement ma défense quand j'étais en retard, désordonné, ou que je n'étais pas à la hauteur d'une manière ou d'une autre. Nous dînions ou nous retrouvions autour d'un barbecue l'après-midi en famille ou avec quelques amis proches, notamment Valérie, Marty, Anita, Eric et Cheryl Whittaker, tous 2 médecins, leurs enfants avaient le même âge que les nôtres, ainsi que Kay et Wellington Wilson, appelés affectueusement Mama Kay et Papa Wellington, un couple plus âgé, lui était à la retraite, ancien directeur d'une université publique, et elle était responsable de projets dans une fondation locale, et un cordon bleu hors pair. Je les avais rencontrés à l'époque de mon travail dans les cercles associatifs et ils se voyaient un peu comme mes parents d'adoption à Chicago. Cela ne signifie pas plus qu'un chez les moi n'avons pas été ou j'ai fait certains changements. Les gens nous reconnaissaient désormais dans la rue et, même s'il était en général bienveillant, nous étions assez désarçonnés par cette perte soudaine de notre anonymat. Un soir, peu après l'élection, nous sommes allés voir le film Ray, avec Jamie Foxx, et avons été sidérés quand les autres spectateurs se sont mis à nous applaudir lorsque nous sommes entrés dans la salle. Obama. Et, regardez. C'est Obama. Et, Obama, je peux avoir une photo avec vous? Quelques instants plus tard, nous étions cernés par des familles entières, des gens qui jouaient des coudes pour obtenir une poignée de main ou un autographe, des parents qui faisaient prendre la pause à leurs enfants à côté de moi pour une photo. J'ai fait signe à Mike pour qu'il emmène les filles voir les otaries sans moi. Pendant un quart d'heure, je me suis prêté à la curiosité de mes électeurs, dont les témoignages de sympathie étaient au demeurant très agréables, en me rappelant que c'était aussi pour cela que j'avais signé, mais j'étais un peu navré en songeant à mes filles qui devaient se demander ce qui était arrivé à leur papa. Même de prêter serment, j'avais donc écrit à Dick Lugar, président de la Commission des Affaires étrangères, dont le cheval de bataille était la non-prolifération nucléaire, afin de lui faire savoir que j'étais désireux de travailler avec lui. Dick avait réagi avec enthousiasme. Élu républicain de l'Indiana et vétéran du Sénat où il siégeait depuis 28 ans, il était d'un conservatisme irréprochable sur les questions de politique intérieure telles que les impôts et l'avortement, mais son positionnement en matière de politique étrangère reflétait la prudence et l'internationalisme qui guidaient depuis longtemps les républicains modérés comme George H. W. Bush. En 1991, peu après l'effondrement de l'Union soviétique, Dick s'était allié au démocrate Sam Nunn pour rédiger et faire voter un projet de loi permettant aux États-Unis d'aider la Russie et les anciens États soviétiques à sécuriser et neutraliser leurs armes de destruction massive. La loi Nunn-Lugar, comme on l'appellerait par la suite, était une initiative audacieuse dont le succès se révélerait durable. Plus de 7500 ogives nucléaires seraient désactivées au cours des 2 décennies suivantes,
et dont la mise en œuvre aiderait à faciliter les relations entre les conseils de sécurité nationale américains et russes, élément crucial pour mener à bien une transition délicate. Mais nous étions à présent en 2005, et des rapports de renseignement indiquaient que des groupes extrémistes comme Al-Qaïda profitaient de certaines failles de sécurité pour écumer les avant-postes militaires de l'ancien bloc soviétique à la recherche de matériaux nucléaires, chimiques et biologiques. Dick et moi avons commencé à discuter de la possibilité d'élargir la loi Nunn-Lugar afin de renforcer notre protection contre de telles menaces. C'est ainsi qu'au mois d'août de cette même année, je suis monté avec Dick à bord d'un avion militaire pour une tournée d'une semaine en Russie, en Ukraine et en Azerbaïdjan. Dans les environs de Perm, au cœur de l'Oural, nous avons déambulé dans un cimetière de missiles SS-24 et SS-25, dernier vestige d'une armada d'ogives nucléaires tactiques autrefois destinées à l'Europe. À Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, nous avons visité des hangars dans lesquels des armes conventionnelles récupérées aux quatre coins du pays, munitions, explosifs militaires, missiles air-sol et même de minuscules bombes dissimulées dans des jouets pour enfants, avaient été entreposées en attendant d'être détruites. À Kiev, nos hôtes nous ont emmenés voir un complexe de 3 étages en centre-ville, décrépit et laissé à l'abandon, sans surveillance, où la loi Nunn-Lugar finançait l'installation de nouveaux systèmes de stockage pour des échantillons biologiques datant de la guerre froide, notamment des souches d'anthrax et de peste bubonique. C'était un spectacle édifiant, tous ces témoignages de la capacité des hommes à mettre leur ingéniosité au service de la folie. Précieuse leçon de diplomatie, un exemple de l'impact concret que pouvait avoir un sénateur. Puis une tempête a éclaté, et tout a changé. Au cours de la semaine où je voyageais avec Dick, une perturbation tropicale qui s'était formée dans les Bahamas avait traversé la Floride pour se fixer au-dessus du golfe du Mexique, gagnant en intensité sous l'effet de la chaleur des eaux et menaçant à présent les côtes du sud des États-Unis. Quand notre délégation sénatoriale a atterri à Londres pour une rencontre avec le Premier ministre Tony Blair, un désastre d'une ampleur et d'une violence cataclysmique s'était abattu sur la région. Frappant les côtes avec des vents de 200 km/h, l'ouragan Katrina avait ravagé des communautés entières le long de la côte du Golfe, fait céder des barrages et noyé une bonne partie de la Nouvelle-Orléans sous les eaux. J'ai passé la moitié de la nuit à suivre le déroulé des événements à la télévision, sidéré par le cauchemar boueux et sauvage qui envahissait l'écran. On voyait des cadavres qui flottaient, des personnes âgées prises au piège dans les hôpitaux, des fusillades et des pillages, des réfugiés blottis les uns contre les autres, au bord du désespoir. Le spectacle d'une telle souffrance était insoutenable. La lenteur de la réaction du gouvernement, face à la vulnérabilité de tant de nos concitoyens parmi les plus pauvres, m'a fait honte. Quelques jours plus tard, je me suis rendu à Houston en compagnie de George H.W. et Barbara Bush, ainsi que de Bill et Hillary Clinton. Des milliers de personnes chassées de chez elles par l'ouragan avaient été évacuées en bus dans des refuges installés en urgence dans l'immense complexe sportif de l'Astrodome. Avec l'aide de la Croix-Rouge et de la FEMA, l'agence fédérale en charge de la gestion des catastrophes, les services de la ville avaient travaillé sans relâche pour parer aux premières nécessités, mais j'ai songé soudain, en passant entre les lits de camp, que bon nombre des gens qui se trouvaient ici, et dont la plupart étaient noirs, avaient été livrés à eux-mêmes bien avant l'ouragan, forcés de survivre aux marges de la société, sans revenus ni assurance. Je les écoutais parler de leurs maisons englouties par les flots et de leurs proches portés disparus, de l'impossibilité dans laquelle ils s'étaient retrouvés de fuir parce qu'ils n'avaient pas de voiture ou parce qu'ils avaient dû rester avec un parent, malade qui ne pouvait pas se déplacer, tous ces gens qui n'étaient en rien différents de ceux auprès de qui j'avais travaillé dans le milieu associatif de Chicago, ou de certains des cousins ou des tantes de Michel. Il m'apparaissait que, si ma situation personnelle avait changé, ce n'était pas le cas pour eux. Ni pour le pays dans son ensemble, d'un point de vue politique. Il restait partout des hommes et des femmes laissés pour compte, des voix ignorées, négligées par des pouvoirs publics qui semblaient souvent aveugles ou indifférents à leurs besoins. Je vivais leur malheur comme un véritable camouflet et, en tant qu'unique représentant de la communauté afro-américaine au Sénat, j'ai décidé qu'il était temps de mettre un terme au moratoire que je m'étais imposé sur la scène médiatique nationale. J'ai fait le tour des émissions politiques des chaînes d'information, affirmant que si la réaction calamiteuse du gouvernement face à une telle catastrophe n'était pas due selon moi au racisme, elle en disait long néanmoins sur l'inertie dont avait fait preuve le parti au pouvoir, et les États-Unis dans leur ensemble, face aux problèmes d'isolement,
de pauvreté intergénérationnelle et d'inégalité des chances qui continuaient de sévir dans de nombreuses couches de la population de ce pays. De retour à Washington, j'ai travaillé avec mes collègues à l'élaboration de plans d'aide à la reconstruction de la région autour du golfe du Mexique dans le cadre de la commission de surveillance du département de la sécurité intérieure. Combien d'années devrais-je passer sur les bancs du Sénat pour améliorer de manière concrète la vie des gens que j'avais rencontrés à Houston? Par combien d'audiences, d'amendements avortés et de clauses budgétaires négociées de haute lutte avec un président de commission récalcitrant faudrait-il en passer pour contrebalancer les actions hasardeuses d'un directeur de la FEMA, d'un fonctionnaire de l'Agence pour la protection de l'environnement ou d'un cadre subalterne du département du travail? Le sentiment de frustration qui me taraudait s'est aggravé quelques mois plus tard, lorsque je me suis joint à une petite délégation de représentants du Congrès envoyés en Irak. Près de 3 ans après l'invasion menée par les États-Unis, le gouvernement ne pouvait plus nier l'ampleur du désastre auquel avait conduit la guerre. En démembrant l'armée irakienne et en permettant à la majorité chiite d'exclure de manière violente un grand nombre de musulmans sunnites des instances gouvernementales, les responsables américains avaient ouvert la voie à une situation chaotique et de plus en plus périlleuse, un conflit sectaire sanglant, marqué par des attentats suicides, des explosions sur le bord des routes et des attentats à la voiture piégée sur des marchés bondés. Notre délégation s'est rendue sur des bases militaires américaines à Bagdad, Falloujah et Kirkouk. Vu des hélicoptères Black Hawk qui nous transportaient d'un lieu à un autre, le pays tout entier avait l'air dévasté, les villes ravagées par les tirs de mortier, les routes figées dans un silence inquiétant, le paysage noyé sous la poussière. À chacune de nos étapes, nous rencontrions des officiers et des soldats intelligents, courageux, convaincus qu'avec le soutien militaire, la formation technique et l'apport de renforts adéquats, l'Irak pourrait sortir un jour de l'ornière. Mais les discussions que j'ai pu avoir avec les journalistes sur place et une poignée de hauts responsables irakiens m'ont fait entendre un tout autre son de cloche. Que plus de la moitié de mes collègues démocrates aient approuvé ce fiasco m'inspirait une inquiétude d'une toute autre nature. Je commençais à me demander ce qui risquait de m'arriver si je restais trop longtemps à Washington, si je finissais par y prendre mes marques et mes aises. Je voyais bien désormais ce qui pouvait se passer, la politique des petits pas et le respect du protocole, les prises de position dictées en permanence par l'horizon de la prochaine élection et la pensée unique relayée sur les plateaux des chaînes d'information, tout cela contribuait à saper vos instincts les plus nobles et à entamer peu à peu votre indépendance, jusqu'au jour où vous finissiez par complètement perdre de vue ce en quoi vous aviez toujours cru. Si j'avais pu être tenté de me laisser aller à la satisfaction, de penser que j'étais au bon endroit pour prendre les bonnes décisions selon un calendrier raisonnable, Katrina et ma visite en Irak ont donné un coup d'arrêt brutal à ces élans optimistes. Le changement devait intervenir plus vite, et j'allais devoir décider du rôle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus de contenu. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque audio audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par l'IA.